Je suis Nicole Dubaï, entrepreneur, tchadienne. Alors déjà, merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi et surtout un plaisir d'être là sur votre plateau et de pouvoir passer ce petit moment avec vous et ainsi qu'avec vos téléspectateurs. Alors, pour répondre à cette question, au risque de vous décevoir ou vous étonner, mon premier rêve a été d'être un chauffeur de taxi. Une chauffeur de taxi. Tout simplement parce qu'on avait un chauffeur de taxi qui venait chaque fois nous chercher à l'école et qui avait beaucoup de pièces. Et de temps en temps, il donnait les 10 francs, les 25 francs. Et pour moi, quand on est chauffeur de taxi, on a toujours beaucoup d'argent. Alors, j'ai dit à ma mère que quand je vais avoir mon bac, je vais devenir chauffeur de taxi. Hélas, j'ai très rapidement compris que c'était surtout pas la chose à rêver. Si je veux vraiment aller loin dans ma vie, j'ai beaucoup de respect pour les chauffeurs de taxi, big up, parce que celui-là, grâce à lui, aujourd'hui on se connaît parce qu'il s'occupait de nous, en quelque sorte, pendant une période de notre vie. Et donc, quand j'ai commencé à comprendre la vie, alors mon rêve, ça a été d'être entrepreneur. J'ai toujours voulu être autonome. Travailler, gagner beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu travailler, gagner beaucoup d'argent. Ça a été mon rêve absolu. Parce que aussi, peut-être c'est l'environnement, parce que nous venons tous des familles modestes, où nous avons vécu dans des conditions plus ou moins précaires, où nous n'avons pas tout ce que nous voulions. Et nous regardions la télé, on lisait des bouquins et tout ça. Donc on rêvait d'avoir aussi ces vies-là. Et moi, personnellement, j'ai compris très rapidement que la seule manière de pouvoir voyager, il y avait un roman que j'avais lu qui s'appelait, je pense, Escale en Andalousie, si je ne me trompe pas. Et j'ai toujours voulu, par exemple, visiter ce pays-là. Et aussi le livre de, je pense que c'était Camara Lai, l'enfant noir, qui parlait de dans les dunes, au niveau pas dunes, mais la forêt, au niveau des Fouta Djallon, les plaines et tout ça, qui décrivait la beauté de cet endroit. Alors je me disais, il fallait que je voyage, il fallait que j'aille en Andalousie, il fallait que j'aille visiter le Fouta Djallon en Guinée. Je suis allée, mais je n'ai pas encore visité le Fouta Djallon, j'espère le visiter. Mais pour l'Andalousie, oui, je l'ai déjà visité. Et donc, quand je lisais ces choses, en fait, ça me faisait voyager. Dans ma tête, dans mon esprit, je voyageais. Et je me disais, pour arriver à ça, il faut vraiment travailler et il faut gagner de l'argent. Surtout de l'argent. Et j'étais absolument contre cette idée de se dire que je vais avoir un mari qui va avoir de l'argent. Non, 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 non. Pour moi, c'était pas ça. Parce que j'estimais que ce que je voulais était tellement beaucoup que je ne voyais pas quel homme qui va me donner. Il fallait que je travaille moi-même pour gagner beaucoup d'argent. Et comme ça, j'allais pouvoir voyager, j'allais pouvoir accoucher aussi à l'étranger parce que j'étais traumatisée par les accouchements. Mes tantes avec l'eau chaude, tout ça. Je dis, jamais de la vie, je ne veux pas accoucher au Tchad. Mais pour ça, il faut gagner de l'argent. Donc, je me suis dit, si je veux gagner de l'argent, j'ai compris que non, il ne faut pas être employé. Il faut être entrepreneur, il faut créer de la richesse. Et donc, toutes mes années universitaires et tout, en faisant mes formations, j'ai fonctionné avec cette idée et cet esprit que moi, je vais tôt ou tard créer mon entreprise et je vais être une businesswoman à succès. Et je ne veux pas connaître, je ne veux pas savoir autre chose. Donc, voilà un peu l'évolution au fil du temps, des temps, comment les choses ont évolué pour moi. Non, je ne me plains pas. Dieu merci. Je ne suis pas encore riche, mais je dis quand même Dieu merci. Alors, il y a eu beaucoup de projets à mes débuts, beaucoup de projets qui m'ont véritablement marqué, mais il y a, je dirais, un projet qui m'a vraiment marqué et dont j'y pense surtout dans cette période-là. Vous vous rappelez, entre 2013 et 2015, 16, même voire jusqu'à fin 2017, c'est la seule période où le Tchad, ou du N'Djamena, n'a plus connu de période de délestage. Si vous vous rappelez de cette période, eh bien, c'est cette petite femme qui est devant vous qui a contribué à renforcer via des dispositifs modernes, en un temps record,
les infrastructures de la Société nationale d'électricité, grâce à l'époque, à l'écoute d'un ministre qui était aussi un visionnaire et quelqu'un qui comprenait vraiment les enjeux liés à ce secteur-là et qui avait accepté de tenter l'aventure. Et ça a apporté la solution que nous avons connue à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait de l'énergie suffisamment disponible pour pouvoir couvrir toute la ville de N'Djamena. Et aussi, vous savez, quand je suis arrivée au Tchad et que j'ai décidé de me lancer donc dans l'entrepreneuriat, je m'étais tout de suite confrontée à ce défi-là, le défi énergétique, parce que sans électricité, on ne peut tout simplement rien faire. Acheter tout le temps du gasoil et du pétrole, de l'essence pour quelqu'un qui vient de démarrer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas évident et je vois que vous-même vous faites face à ce même défi. Alors je m'étais dit non, il fallait que je travaille dans ce secteur-là, il faudrait que je vois comment est-ce que je peux apporter ma contribution à faire avancer les choses. Donc voilà, j'ai tapé à la porte de nos responsables et j'ai eu la chance et l'opportunité de tomber sur ce monsieur qui avait écouté attentivement les propositions et qui a accepté de travailler avec moi. Et on a réussi à relever ce défi, mais malheureusement, les choses n'ont pas été suivies jusqu'au bout et nous retombons encore dans cette même situation, malheureusement. Donc voilà, c'était pour répondre à votre question, comme quoi, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué. Je pense que cette étape-là m'a véritablement marqué et je pense que c'est un projet qui a vraiment impacté et l'économie et la vie sociale des Tchadiens et je m'en réjouis. Et maintenant, comment ce projet-là, ou ce projet en particulier, a forgé ma vision du leadership. Vous savez, en menant ce projet ou en travaillant à sa mise en œuvre, j'ai rencontré tellement de difficultés. Quand je dis des difficultés, tellement de difficultés. À savoir que des fois, le problème est là, il y a la solution, mais c'est pas facile de faire comprendre que ça, c'est la solution. Et tenez-vous bien que même quand on a commencé le projet a dû être arrêté à un moment, tout simplement parce que on ne voulait pas que ce projet avance. Et je me rappelle, pour la première fois de ma vie, j'ai écrit au chef de l'État, le maréchal du Tchad, paix à son âme. Je lui avais écrit, et sans être sûr que le courrier allait lui parvenir, je reçois un jour un appel d'un ami, un frère qui est actuellement membre du gouvernement, et qui me dit: hey, toi tu as écrit au président. Et puis j'ai dit: quel président? Parce que je n'ai pas imaginé que ma correspondance lui est parvenue. Et moi je dis: quel président? Il me dit: mais le président de la République. Je dis: ah bon? Il me dit: mais oui, tu as écrit au président de la République. Je dis: ah oui, ah, il a reçu mon courrier. Et moi je lui demande il me dit: mais bien sûr. Et maintenant, voilà, il y a un audit, il a déclenché ça. Ton courrier a déclenché un audit. Là, et c'est parti. L'audit a été mené, le résultat lui est parvenu. Je pense qu'il voulait un peu, sans accuser qui que ce soit, hein, je l'ai juste fait comprendre la situation. Parce que je me disais que s'il était au courant, ces choses ne pouvaient pas prospérer autant. Et quand les résultats de l'audit lui sont parvenus, il a dit: arrêtez-moi ça. Il a dit: arrêtez-moi ce désordre, quoi. Et c'est ça qui a permis en fait de relancer maintenant le projet, parce que beaucoup de mensonges avaient été racontés. Beaucoup de mensonges avaient été racontés. Et quand il s'est rendu compte en fait de la réalité, eh bien il a soutenu à fond ce projet jusqu'à son décès. Il a soutenu à fond ce projet. Donc au regard de toutes ces choses, j'ai compris en fait que la vie entrepreneuriale n'est pas un long fleuve tranquille. C'est semé d'embûches. Il y a des hauts, il y a des bas. Et il faut vraiment ménager sa monture. Il faut faire preuve de ténacité. Il faut faire preuve de courage et d'abnégation. Se dépasser en permanence. Chercher tout le temps les solutions
pour surmonter les difficultés et aussi comprendre que c'est une vie où tu ne sais pas, quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas comment tu vas finir ta journée. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous devons, nous les femmes tchadiennes, ou du moins beaucoup de défis que nous devons relever. Et ces défis, pour la plupart, ne sont pas forcément liés aux opportunités, mais c'est d'abord lié à nous-mêmes. C'est une question de développement personnel. Nous devons plus travailler sur notre mindset, investir davantage sur nous, sur développer nos acquis, de manière à ce que nous soyons des femmes véritablement des femmes capables. Quel que soit notre domaine d'activité, que nous soyons entrepreneurs, que nous soyons cadres dans une institution, que nous soyons sénatrices, que nous soyons députés, n'importe quoi, quel qu'en soit notre niveau ou quel qu'en soit notre domaine d'activité, nous devons véritablement nous donner les moyens d'être des femmes de valeur. Et j'ai beaucoup tourné un peu partout et à chaque fois que je suis face à des personnes, j'entends les mêmes remarques. Ah, vous êtes tchadienne, on ne dirait pas. Ah, vous êtes tchadienne. Et à un moment, j'ai commencé à poser la question, mais vous, les tchadiennes, pourquoi à chaque fois vous dites on ne dirait pas? Qu'est-ce que cela signifie? Et grande a été ma surprise qu'à chaque fois j'avais les mêmes réponses. Non, les tchadiennes sont plus ceci, les tchadiennes sont plus cela, les tchadiennes sont plus ceci. Et je vais même vous raconter, récemment, il y a quelques jours, vous suivez un peu mon actualité, j'étais au Nigeria. Et lors de cette rencontre-là, une dame qui a pris le micro et m'a félicité par rapport à une intervention et qui me dit je ne savais pas qu'au Tchad il y avait de belles femmes. Ça m'a fait mal. Elle a dit, elle a souri et les gens ont applaudi. Mais je n'ai pas applaudi, je n'ai pas souri. Elle est venue après me voir pour me demander est-ce qu'elle a dit quelque chose qui n'était pas à sa place. Je lui ai dit non. Ce n'est pas que vous avez dit quelque chose qui n'était pas à sa place, mais vous avez dit quelque chose qui m'a touchée, mais qui m'a touchée au mauvais endroit, de la mauvaise manière. Pourquoi? Parce que, je lui ai dit au Tchad, on a des femmes ingénieures, on a des femmes pilotes, on a des femmes qui sont ingénieures dans le secteur pétrolier, dans les secteurs de l'aéronautique, pas seulement pilotes, mais dans des ingénieurs aéronautiques. Nous avons des femmes médecins, nous avons des femmes professeurs d'université, nous avons des femmes dans tous ces domaines, des femmes qui peuvent se vendre n'importe où. Mais j'ai compris que le problème, c'est tout simplement parce que nous ne nous vendons pas, nous ne nous valorisons pas. Nous sommes dans notre cocon, nous ne nous montrons pas aux autres. Alors qu'aujourd'hui, avec les défis et les problématiques technologiques, le monde est devenu un village planétaire et tout ce qui se passe à un point A est su jusqu'au point Z. Et si nous, les Tchadiens, nous continuons à rester et à évoluer dans nos différents secteurs, sans chercher à se vendre, sans chercher à se montrer aux autres, les gens vont toujours continuer à penser que la femme tchadienne, c'est la femme traditionnelle, c'est la femme réservée, c'est la femme qui n'est pas capable, en fait, comme ce qu'on voit ailleurs. Et donc, Impact Ladies est un mouvement. C'est une perception. Nous nous sommes dit que nous allons essayer nous allons tenter de montrer un autre visage de la femme tchadienne, de par ses acquis, de par ses compétences, de par ses capacités et surtout de par sa beauté intérieure et extérieure. Et vous voyez, quand on voit certaines régions ici où il y a des femmes, quand on croise au Tchad, ça n'existe nulle part des femmes aussi belles. Ça n'existe nulle part. Parce qu'ailleurs, vous pouvez voir une femme, elle est belle de figure, mais vous la voyez physiquement, elle n'est pas jolie. Il y en a pas loin, dans un pays où on a une compagnie qui vient souvent ici, les gens partent. On dit que ces femmes sont belles, mais elles sont belles, on voit le visage, ça peut aller, mais le corps, alors qu'au Tchad, on a des déesses, tout simplement vers le Bata, des femmes avec la beauté du visage, avec des cheveux qui descendent jusqu'en bas, avec un corps magnifique, et on va vous dire que cette femme a 12 enfants, a 10 enfants, c'est tout simplement incroyable, mais pourtant c'est la vérité. Et ces beautés-là, moi je n'en ai pas vu ailleurs. J'ai fait beaucoup,
sillonné presque les 54 pays, 54 pays, oui, africains. Et je n'ai pas vu des femmes aussi belles que j'ai vues au Tchad. Et donc, qu'est-ce qui nous manque? Rien. Alors, Impact Ladies se veut de vendre et de valoriser la femme tchadienne, la femme décomplexée, la femme qui a des atouts, la femme qui est intelligente, la femme qui est apte, qui a des capacités pour pouvoir apporter aussi sa contribution, apporter sa pierre à la construction de son pays, du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue économique. Voilà un peu l'esprit qui nous anime au sein de Impact Ladies. À voir comme ça les choses, ça ne semble pas évident, je suis d'accord, mais en même temps, je sais, on va dire, définir mes priorités. Je sais que la première chose pour moi, c'est d'abord mon travail. Parce que c'est ce qui me fait gagner mon pain, c'est ce qui me permet d'avancer sur mes objectifs personnels et professionnels. Donc, je donne la priorité à mon travail. Ensuite, ce qui est bien au niveau des associations, nous avons des femmes qui sont quand même des femmes capables, des femmes d'un certain niveau. Il y a aussi les bureaux, les différents bureaux des deux associations qui savent quel est le rôle qu'elles jouent dans la poursuite des activités, donc des dites associations. Alors, chacune essaye de faire déjà ce qui lui incombe. Maintenant, de ce qui est de ma responsabilité, je joue plus le rôle de la coordination. Voilà, je coordonne ces activités-là et aussi je définis les grandes lignes de la trajectoire que je souhaite que nous empruntions. Et souvent, je travaille sur les associations la nuit, le soir. Quand je sais que j'ai telle chose à faire, je me mets dessus la nuit. Une fois que j'ai fini mes activités quotidiennes, régaliennes, j'accorde un peu de temps à ça. Mais il m'arrive aussi dans la journée, parce qu'il y a des périodes, par exemple, nous préparons des activités comme des forums, des conférences, des rencontres, ou bien nous préparons un atelier, ou nous préparons, je sais pas, une activité de brainstorming, n'importe quoi. Là, ça nécessite plus, en fait, d'attention et de plus d'efforts, même dans la journée et tout. Donc, il m'arrive alors de jongler entre mes activités au niveau du bureau et tout. Mais honnêtement, je ne m'en plains pas. Pour moi, c'est un plaisir de faire ce que je fais parce que il y a des résultats. Il y a des résultats, il y a je reçois des témoignages, je reçois des avis, je reçois beaucoup de retours, que ce soit moi ou les autres membres, et on voit bien que ça porte des fruits. Donc tout ça nous donne en fait, en tout cas personnellement, me donne le courage et l'engouement de continuer à faire ce que je fais et de ne pas regarder la fatigue ou regarder les difficultés, mais plutôt de regarder les enjeux. Je dirais le dépassement de soi. Parce que, vous savez, les personnes leaders sont des personnes qui sont souvent des personnes très seules. Et pourquoi c'est des personnes seules? Parce que c'est des personnes qui rencontrent tellement de défis. Et ces défis-là, les réalités de leur travail, les réalités de leur vie professionnelle et parfois même personnelle, ne leur permet pas d'en parler à n'importe qui ou d'en parler n'importe comment. Donc cela les astreint à une certaine retenue, à une certaine obligation de réserve. Et aussi, vous savez, un leader, c'est quelqu'un qui prend la tête d'une troupe. C'est une personne qui est censée inspirer dans le bon sens. C'est une personne qui est censée donner des leçons par son comportement, par son attitude et par ses résultats, par ses actions aussi. Et donc, cela fait aussi que le leader n'est pas en quelque sorte autorisé à tout le temps à montrer ses faiblesses, à montrer ses moments difficiles. Parce que cela peut affecter négativement les personnes qui sont derrière et qui poursuivent. Le leader est aussi quelqu'un qui prend beaucoup de coups. Vous voyez, vous arrivez, on vous dit que les impôts ont décidé
de vous mettre, de vous assigner telle ou telle sanction, par exemple. Ça peut être même par erreur. Vous voyez toutes ces personnes qui vivent par cette entreprise et que vous devez leur faire face et leur dire que non, vous ne pouvez pas mener les activités parce qu'il y a un problème dont vous-même vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Et donc, il faut gérer ces problèmes et c'est le leader qui prend cela en pleine face. Ça peut arriver aussi des problèmes liés à la concurrence, ça peut arriver des problèmes liés aux accidents. Hein? Imaginez une usine qui tombe en panne, par exemple, où il y a un accident dans l'usine où un employé perd sa vie. Il y a tellement de difficultés auxquelles font face les leaders. Il y a aussi les trahisons. Les leaders, souvent, se voient trahis. Il n'y a pas pour moi des personnes plus trahies que les leaders. Les leaders sont très trahis. Pourquoi ils sont tout le temps trahis aussi? Parce que leur système ou leur façon de fonctionner font qu'ils s'appuient sur un certain nombre de personnes autour d'eux. Et ces personnes, malheureusement, ne sont pas forcément loyaux. Et à un moment donné, il y a forcément une ou deux qui va trahir. Une ou deux qui va poser un acte ou un geste qui va malheureusement affecter négativement. Donc, le moral, on va dire, hein, le mental du leader. Donc, c'est des gens qui connaissent tout le temps, qui subissent des trahisons. Cette trahison peut aussi venir de leur propre famille, vous voyez, parce que nous savons hein, la réalité dans les familles. Souvent, vous avancez, vous évoluez, mais c'est pas tout le monde dans votre famille qui va apprécier votre avancée ou votre progression. Alors, à un moment donné, il y a une personne qui peut s'élever pour une manière, ou pour une raison ou une autre, et d'une manière ou d'une autre, va essayer de vous arrêter dans votre progression. Et il faut également faire face à ça. Donc, vous voyez, je peux citer comme ça, jusqu'au lendemain, toutes les formes de difficultés auxquelles un leader peut être confronté. Il y a aussi, vous voyez, le problème du genre. Quand vous êtes une femme, vous êtes déjà un leader, c'est pas facile. Mais parfois, en tant que femme, on a du mal au premier coup ou de prime abord à imposer le respect avec certains hommes. Il y a des hommes, par exemple, s'ils sont en plus âgés et s'ils estiment qu'ils sont expérimentés, ils sont bagagés, et une femme qui est leur chef et qui est jeune, souvent, la pilule a du mal à passer. Et pour que la machine prenne vraiment, il faut faire preuve de beaucoup de tact, beaucoup d'audace et beaucoup de charisme pour pouvoir imposer le respect dès le début. Et à ce moment-là, les choses se font beaucoup plus facilement. Mais quand on met tout ça ensemble, vous comprenez avec moi que la vie d'un leader n'est pas une vie du tout facile. Et maintenant, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dépasser en permanence. Il faut se dépasser en tout temps. Avoir mal, mais ne pas montrer qu'on a mal. Dominer ses émotions. Et ça également, c'est en permanence. Il est facile de se lever, de crier ou de parler fort sur un collaborateur ou de mal parler parce que vous estimez ou vous estimez payer suffisamment quelqu'un qui doit faire du travail correctement, mais que vous vous rendez compte que cette personne ne fait pas du travail. Vous pouvez vous énerver sur la personne. Mais un leader, c'est pas ça. C'est pas en permanence des cris. Il y a la façon de gérer, de manager, où on peut amener ceux qui sont à la traîne à bien faire le travail, mais toujours réussir à rester au-dessus de ses émotions, se dépasser en permanence. Pour moi, c'est la chose la plus difficile dans la vie d'un leader, le dépassement de soi. Alors, oui. Lorsqu'on a lancé, ce n'est pas une histoire, mais c'est plusieurs histoires, mais qui on va dire, convergent vers la même chose. C'est lorsqu'on avait lancé, on avait organisé la première table ronde. Je me rappelle que les Impact Ladies ont subi beaucoup d'attaques, énormément.
Et c'était pour la plupart des attaques personnelles. Et donc, moi aussi, naturellement. Maintenant, ce qui m'a surpris, c'est la réaction de certains membres que je ne connaissais même pas auparavant, mais qui se sont juste inscrites et puis elles étaient venues assister à la table ronde, qui ont pris la défense de l'organisation d'une manière absolument remarquable. J'ai vu certaines qui publiaient même à 2h, à 1h du matin, au point que je me demandais, mais est-ce qu'elles dorment? Non, elles ne dormaient pas, elles faisaient quasiment un travail de veille pour répondre à toutes les personnes qui s'attaquaient à l'organisation sans connaître en fait, tout simplement parce que ces personnes ont des problèmes avec un membre ou avec une personne qu'elles ont vue à la table ronde. Il fallait que ça affecte toute la dynamique du groupe. Et donc, ces personnes se sont révélées être des vraies guerrières. Et c'est après que j'ai cherché à les connaître, savoir, bon, qu'est-ce qu'elles font, etc. Et grande a été ma surprise de voir que c'était des personnes, des femmes lambda, des cadres dans les organisations, des femmes entrepreneurs et tout ça, qui, elles, croyaient en la vision et voyaient vraiment en cette association une plateforme qui se veut fédératrice et qui se veut vraiment rassembleuse des femmes de différents horizons, de différentes régions, et de différents milieux, de différents secteurs et tout. Et donc, qui disait qu'ils n'acceptaient pas que les gens se lèvent comme ça et sabotent tous les efforts que nous avons eu à faire jusqu'à là. Donc, vraiment, je ne dirais pas que je ne qualifierais pas ça de rencontres, mais pour moi, c'était des révélations que j'ai eu à avoir dans le cadre donc de Impact Ladies. Vous savez, je suis de nature une personne très empathique, déjà, ça il faut le savoir. Je suis une personne extrêmement déterminée. Je suis aussi une personne têtue. Et pour finir, je suis une personne qui n'a pas peur. Je n'ai peur de rien en fait. Je n'ai peur de rien. Ce que je veux, je me donne les moyens et je travaille jusqu'à l'obtenir. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est de par ma personne. Maintenant, comment la foi, la résilience, la solidarité, vous imaginez en fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler un peu de l'autonomisation de la femme ou la promotion de l'autonomisation de la femme et tout ça. Et moi, je suis une femme qui prône ces vecteurs-là et pour lesquels je travaille ardemment. Je me dois de donner un exemple. Ça, c'est d'abord la première chose. Je me dois de donner un exemple en étant solidaire avec n'importe quelle femme qui travaille qui entreprend, une femme qui veut avancer. Je me dois à cela. Et ensuite, je n'ai pas d'autre choix que d'être résiliente. Pourquoi? Parce que en tant qu'entrepreneur, l'entrepreneuriat, c'est une succession de défis et de problèmes que tu règles au quotidien. Si tu arrives au bureau et qu'il n'y a aucun problème, tu travailles sur tes dossiers et tu rentres, c'est qu'il y a un souci. Il faut qu'il y ait un problème. C'est ça l'entrepreneuriat en fait. Et quand tu réussis à résoudre un problème, tu fais un pas de plus. Donc, la résilience, c'est cette capacité justement à voir tous ces obstacles, ces défis qui arrivent là, de les voir plutôt comme des opportunités qui pourraient aider à aller de l'avant, à avancer. Donc, j'ai mis la résilience, pour moi, c'est un état d'esprit, c'est ma manière de penser et de réfléchir. Dès qu'on m'informe ou dès que je suis informée qu'il y a un souci, je me dis ok, c'est bien, maintenant, comment on fait pour surmonter? Et en surmontant cela, on se rend compte souvent que il y a mieux que ce que nous avons voulu faire, tout simplement parce que nous avons tenté. En tentant de résoudre ce problème, nous avons découvert cela. Maintenant, la foi, écoutez, je ne sais pas ce que je pourrais faire si je ne mets pas la foi dans mes actions.
parce que nous appartenons à un pays qui est profondément croyant. Les Tchadiens sont profondément croyants. On parle des animistes et tout ça, mais c'est vraiment une minorité. Nous avons les deux grandes religions monothéistes chez nous, l'islam et le christianisme. Donc, de par notre éducation, de par mon éducation, je suis née dans une famille croyante chrétienne. Mais j'ai compris à un moment donné que fonctionner sans la foi, c'est un peu comme si, comment vous dire ça? C'est comme si vous donnez à une voiture du carburant mais qui n'est pas propre. À chaque fois, vous mettez du carburant mais qui est sale, qui est sale, qui est sale. Et la voiture va tourner. Mais au bout d'un certain moment, le moteur va se casser. Elle n'ira jamais loin. La même chose avec une moto, avec une usine, n'importe quoi. Mais par contre, si vous mettez un carburant propre, vous êtes sûr que la voiture va fonctionner longtemps avec un bon entretien. Et donc, moi, c'est comme ça que je définis la foi. Moi, je suis cette voiture-là. Et le carburant propre, c'est la foi qui me nourrit et qui me guide et qui me conduit. Et cela me permet aussi d'avoir de l'empathie pour les autres. Même si je disais tout à l'heure que je suis de nature empathique, la foi vient apporter un autre regard sur cela, une autre compréhension ou une autre interprétation de l'empathie dans ma vie et dans mes actions. Et aussi, quand on a la foi, nous sommes d'office astreints à prendre c'est-à-dire nous avons des obligations vis-à-vis du prochain et nous avons aussi des devoirs, des droits, pardon. Donc, je ne peux pas être là tout le temps à seulement réclamer de ce que les autres, même si ce sont mes collaborateurs, ce qu'ils doivent me donner, mais qu'est-ce que moi je leur donne également. Voilà, parce que la foi à la base c'est l'amour, parce que qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Donc, ça me permet de développer aussi un leadership de compassion. Avec vis-à-vis de toutes les personnes que je rencontre ou bien qui sont soumis à mon autorité ou voilà ou autre. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Alors, ce que nous ne cesserons jamais de clamer, c'est le manque d'accès aux ressources des femmes. Vous savez, il faut donner les moyens aux femmes. Et il faut aussi apporter mettre en place un système de mentorat. Donner l'argent, coacher. Donner les moyens, coacher, financer, mentorer. Jusqu'à ce qu'elles arrivent à un certain niveau où elles peuvent voler de leurs propres ailes. L'autre défi, c'est la formation. Les femmes doivent se professionnaliser. Il y en a qui ne sont pas conscientes qu'elles doivent se professionnaliser. Celle-là, c'est notre rôle à nous, les associations et tout ça, de leur expliquer qu'elles doivent être professionnelles afin d'être performantes dans ce qu'elles font. Mais il y en a qui sont conscientes, elles savent qu'elles ont besoin de se former, de se professionnaliser. Mais elles n'ont pas la possibilité. Et ces femmes-là, il faut des centres de formation, il faut des centres d'incubation, il faut des centres de mentorat. Ailleurs, ça existe. Même récemment, la Côte d'Ivoire vient d'inaugurer une maison de la femme qui a un service qui est dédié au mentorat et au coaching des femmes entrepreneurs. Bon, vous me direz qu'il y a la maison de la femme ici. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Il faut plus de moyens, il faut plus d'action. Et troisième possibilité, et troisième, on va dire plutôt difficulté, qui pour moi passe comme ça inaperçu. Mais en côtoyant les femmes, je me rends compte que c'est vraiment un défi. Les femmes travaillent dans des conditions très très difficiles. Là, nous avons une nouvelle génération de femmes entrepreneurs qui sont des femmes qui transforment, qui sont des femmes qui créent. Et ces femmes ont quelques soucis qui freinent. Un, c'est le problème d'énergie. Elles ont beaucoup de difficultés à transformer parce qu'elles n'ont, la plupart du temps, il n'y a pas d'électricité. Elles ont un problème d'énergie. Deuxièmement, elles ont beaucoup de difficultés à accéder aux emballages pour pouvoir conditionner leurs produits. Et troisièmement, le renforcement de capacité de ces femmes en matière de la maîtrise
des produits qu'elle transforme. Parce que c'est bien de transformer, c'est bien d'avoir un emballage, mais après, comment faire que ce produit soit bien joli et que quand on achète, qu'on ne développe pas, par exemple, une allergie ou je ne sais pas, n'importe quoi. Il faut maîtriser. Donc, la maîtrise de leur travail est également important. Et pour ça, il faut un renforcement de capacité. Et ça, c'est en côtoyant les femmes, en discutant avec elles de plus en plus, surtout celles qui sont dans ce domaine. Et j'ai réussi à comprendre que voilà, il faut des réponses adéquates à ces besoins-là. Je disais que si nous arrivons à avoir ou si vraiment nos plus hautes autorités trouvent un moyen, pourquoi pas, par exemple, même au niveau de maison de la femme, dédier une section où on peut mettre un dispositif solaire, où on sait que les dames peuvent venir, je sais pas moi, 300, 400 mètres carrés, 500 mètres carrés, où les femmes avec des tables de travail, tout ce qu'il faut, elles viennent, elles travaillent, faire une programmation. Celle-là, elle sait qu'aujourd'hui, le lundi, elle travaille là-bas de 8 heures, par exemple, à 15 heures. Et une autre vient de 15 heures, par exemple, à 20 heures ou à 21 heures. C'est des choses qui existent. Moi, j'ai vu en Tunisie, j'ai vu en Algérie, j'ai vu en Égypte, j'ai vu aussi même en Guinée, à Dakar, ça existe. Des plateformes comme ça, parfois c'est au niveau des plateformes municipales, qui permettent d'accueillir donc les femmes qui viennent et qui font leur travail de transformation. Et c'est aménagé par la mairie, c'est pris en charge par la mairie, et c'est des choses dont nous pouvons nous en inspirer et créer des meilleures conditions aux femmes de pouvoir travailler et avoir plus de résultats, voilà, dans leur travail. Je suis en train de travailler sur des projets plus à l'étranger. Ici, mes projets sont des projets qui sont initiés déjà depuis un certain moment et qui suivent leur cours. On a tendance à dire que c'est la lenteur administrative chez nous. Voilà. Donc, les choses suivent leur cours. Quand ça va aboutir, ça aboutira. Mais je travaille également sur des projets en Afrique de l'Ouest où les conditions sont quand même assez favorables. C'est des pays qui sont reconnus comme étant des pays qui ont aussi qui ont un bon climat, des bons climats d'affaires. Je disais en 2020, à la veille de l'année 2025, que je conseille d'ailleurs mes internautes, j'ai dit voici les projets dans lesquels nous devons travailler en 2025. C'est la technologie, l'immobilier, la communication, l'intelligence artificielle et les finances inclusives. Donc c'est sur ces projets que je suis en train de travailler également. Et de ce que j'ai vu, les perspectives sont plutôt encourageantes. On va continuer à produire plus d'efforts. Et puis, Inch'Allah, la foi. La foi, j'ai foi en tout ce que je fais. Ça, c'est une chose. Et de cette chose découlent toutes les autres. Il y a la confiance en soi. J'ai confiance en moi, en ce que je fais, en mes capacités, aussi en mes inspirations. Quand j'ai de l'inspiration pour quelque chose, c'est vrai que je prends un temps pour me questionner tout ça, pour